bienvenue sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. La suite du déplacement du couple princier dans le comté de Carladès, fief des ancêtres du prince souverain. Nous reviendrons sur le point presse de Monaco Télécom au ministère d'État. Et enfin, nous parlerons football avec le dernier match de la saison de l'AS Monaco. Les Rouges et Blancs reçoivent Bordeaux samedi au stade Louis II. Prenons la direction du comté de Carladès pour débuter ce journal. Pendant 2 jours, le couple princier a visité différentes communes de l'Aveyron et du Cantal, des communes ayant appartenu aux Grimaldi jadis. Retour sur la journée de jeudi avec Christine Datomel et Lionel Bernardi. Durant 2 jours, le couple princier a visité des territoires jadis monégasques sur les terres du comté de Carladès. Le prince souverain a débuté la journée de jeudi en se rendant à Carla, petite commune située dans le département du Cantal. Un lieu symbolique et chargé d'histoire, car le rocher qui surplombe le village appartient depuis 100 ans à la famille Grimaldi. Un véritable attachement familial pour le souverain. Ce rocher, c'est vrai, est assez symbolique. D'abord parce que c'est la dernière vraie propriété qui appartient encore à la famille sur une ancienne possession de ma famille. Et donc le simple fait de découvrir ce lieu dont j'avais beaucoup entendu parler, et que ça soit ce lieu qui soit vraiment un symbole entre Carla et Monaco, entre cette amitié historique entre ces 2 lieux, eh bien, je trouve que c'est une belle façon de célébrer ce centenaire de la rétrocession de ce rocher à mon trisaïeul. Un souvenir familial pour le prince Albert, puisque sa grand-mère, la princesse Charlotte, avait été photographiée au pied de l'arbre situé sur le plateau de Carla du temps de sa jeunesse. Aujourd'hui, le site est très prisé des estivants et dorénavant, un mât portant le pavillon princier accueillera les visiteurs, témoignage des liens profonds qui unissent la principauté de Monaco au comté du Carladès. Alors, le comté de Carladès a été érigé en faveur du prince Honoré II de Monaco par le roi Louis XIII. C'était un engagement du traité de Péronne lorsque la principauté a choisi l'Alliance française. Et donc ça s'est concrétisé 2 ans plus tard, donc en 1643. Mais au-delà de ces liens initiaux, donc, qui se sont terminés avec la Révolution française, d'autres liens, notamment au moment du règne du prince Albert Ier, ont été ravivés de différentes manières, des liens scientifiques, puisque le premier directeur de l'Institut de paléontologie humaine, Marcelin Boule, était d'origine cantalienne. Le premier aide de camp du prince Albert Ier, le général de Pellaco, était d'origine cantalienne. Et puis bien entendu, il y a 100 ans, ce rocher a été rétrocédé au prince Albert Ier. Monseigneur, durant 2 jours, vous avez visité différentes communes, vous avez marché sur les pas de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'on ressent? Il y a de l'émotion, je suppose? Et bien sûr, c'est très, très émouvant, mais c'est aussi très vivant et très... je trouve que c'est une belle façon d'abord de faire revivre le passé, de mieux comprendre l'histoire, mais aussi ça aide aussi à comprendre le présent et puis d'aller à la rencontre non seulement des élus, mais de la population aussi, des jeunes, des moins jeunes. Eh bien, on a une meilleure appréciation de ce que sont ces lieux, de ce que cela représente pour ces personnes et aussi, pourquoi pas, de les accompagner dans différents projets pour l'avenir. Et je crois que ça, c'est très important aussi d'abord de faire perdurer ces liens et puis pourquoi pas, d'aider à des initiatives futures. Visiblement, effectivement, le couple princier est très aimé parce que justement ces liens n'ont jamais véritablement cessé d'exister et il y a une incarnation aujourd'hui de ce souvenir historique qui pouvait être pour certains une nostalgie de cette période monégasque du comté de Carladès, et un seul prince de Monaco était venu dans le Carladès de façon officielle, c'était le prince Louis Ier en 1668, donc il y avait une grosse attente qui explique sans doute aujourd'hui la grosse ambiance donc, et la chaleur, la ferveur de l'accueil du couple princier.
À Carla, le couple princier a rencontré les villageois, mais aussi les enfants. Et pour rendre hommage à la princesse Charlène et lui montrer son attachement, l'école de la commune a souhaité rebaptiser son établissement l'école Nelson Mandela. C'est donc tout naturellement que la princesse Charlène a dévoilé la plaque commémorative. La visite du couple princier dans le comté du Carladès a pris fin à Calvinet, petit village du Cantal, où le maire, les élus, la population et les enfants avaient eux aussi réservé au couple un accueil des plus chaleureux. Monaco, le comté du Carladès, deux territoires qui s'apprêtent à écrire une nouvelle page de leur histoire. Vous avez certainement entendu parler de l'acquisition de 55% du capital de Monaco Télécom par le grand patron de Free fin avril. Eh bien, un point presse a été organisé vendredi matin au ministère d'État et ce, en présence de Xavier Niel. Fabien Bonilla vous en dit plus. Xavier Niel, 127e fortune mondiale, fondateur de Free, copropriétaire du journal et du groupe Le Monde, il a investi dans un nombre incalculable de start-up. Selon un institut de sondage, il est considéré comme le patron préféré des Français. Et depuis le 25 avril, Xavier Niel est devenu actionnaire majoritaire de Monaco Télécom via sa holding personnelle à hauteur de 55%. Le gouvernement demeure actionnaire à 45%. Xavier Niel veut faire de Monaco Télécom, et même si le terme n'est pas tout à fait approprié, un laboratoire avancé des télécommunications. On est capable, vu les surfaces restreintes sur lesquelles s'exerce Monaco Télécom, d'inventer ou de mettre en place des offres qui soient en avant sur le reste du monde. Donc c'est d'apporter à Monaco une vraie différenciation en termes d'idées, d'inventions, de produits. J'ai un exemple qui est frappant. Pourquoi Monaco est le dernier pays d'Europe à avoir eu la 4G en octobre 2013, alors que ça aurait dû être le premier au monde. Et donc c'est vraiment de faire cela, c'est-à-dire de déployer des technologies quand elles sont matures pour en faire bénéficier tous les gens qui sont à Monaco. Il faut que, d'une manière mondiale, on parle de Monaco comme l'endroit où il faut aller pour voir où en sont les télécoms les plus modernes possibles. Autre grand changement dans ce rachat, Xavier Niel et les équipes de Monaco Télécom étudient une offre tarifaire et de services plus adaptée. En fait, on pense qu'il y a quelque chose qui peut être mieux fait chez Monaco Télécom, qui est la segmentation. C'est-à-dire que vous avez des populations différentes, vous avez des gens qui habitent Monaco avec des revenus normaux et qui ont envie de payer des prix normaux et qui voient les prix qui peuvent être payés pas très loin de chez eux, à quelques centaines de mètres de chez eux, et qui se disent que peut-être que le service qu'ils ont n'est pas à la hauteur du prix qu'ils payent. Donc il faut répondre à ces problématiques-là. Et puis vous avez d'autres personnes qui demandent un autre type de service, auquel peut-être de la même manière on ne répond pas de manière parfaite. Et bien il faut, dans ce cas-là, répondre. Alors, ce sont des gros consommateurs qui ont des besoins très différents, qui voyagent énormément à l'étranger. Et donc c'est de bien segmenter ces deux populations qui ont des besoins ou des volontés entièrement différentes. Donc il faut y répondre. Et puis sur un certain nombre de sujets, la concurrence existe puisque les frontières sont poreuses et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui offrent leurs services à Monaco. Donc vous ne pouvez pas fermer les yeux en se disant ça n'existe pas. Ça existe et il faut répondre à cela. Des nouveautés que les abonnés vont attendre probablement avec impatience. Ce changement devrait voir le jour dans les mois à venir. À l'issue de ce point presse, Jean Castellini, conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, a affiché sa satisfaction. Je vous propose de l'écouter. C'est effectivement l'aboutissement de plus d'un an de travail, de prise de contact avec des conseils qui nous ont aidés à identifier qui pourrait être le repreneur entre guillemets idéal pour la participation que Cable & Wireless avait dans Monaco Télécom et je pense que Xavier Niel représente aujourd'hui ce candidat idéal qui a été sélectionné et proposé, comme cela avait été décidé et défini dans le cahier des charges, que l'opérateur restera impliqué en principauté, qu'il maintiendra les emplois, qu'il cherchera, et on y était très attaché aussi dans le cahier des charges, à améliorer la qualité de service. Voilà. Donc c'est en effet une grande satisfaction pour la principauté aujourd'hui de pouvoir avoir dans le capital de Monaco Télécom un entrepreneur, quelqu'un qui a montré toutes ses compétences et sa capacité à dégager le plus de valeur possible pour le meilleur prix. Un mot à présent sur cette réception au Fairmont Monte Carlo à l'occasion du 66e anniversaire de la création de l'État d'Israël.
Jeudi soir, de nombreuses personnalités se sont réunies pour ce moment fort du pays. Étaient présents notamment l'ambassadeur d'Israël à Monaco, Yossi Gal, et le ministre d'État, Michel Roger. Michel Roger qui est revenu dans son discours sur l'amitié et les liens qui unissent Israël et la principauté. Le théâtre Princesse Grasse accueillait quant à lui sa dernière représentation de la saison, le neveu de Rameau de Denis Diderot, adapté par et avec Nicolas Vaud, était présenté jeudi soir au public monégasque. A noter que dans quelques jours, le TPG présentera sa nouvelle programmation. Restez attentifs donc. Et quand elle a été venue, je l'ai fait raser. Vous avez mal fait, c'est la seule chose qui vous manque pour être un saint. Parlons sport, à présent, et du football, et le dernier match de la saison de l'AS Monaco, samedi à 21h au stade Louis II. Le club de la Principauté reçoit Bordeaux. Frédéric Elion vous présente cet avant-match. Si ce dernier match avant les vacances pour certains et la Coupe du Monde pour d'autres semble sans grand intérêt, Claudio Ranieri a lui un objectif bien précis en tête, gagner contre Bordeaux, 7e du championnat, afin de battre le record du plus grand nombre de points obtenus par le 2e du championnat en Ligue 1. Une victoire et Monaco compilerait 82 points, un total jamais atteint jusqu'à présent par un dauphin. Ce Monaco-Bordeaux pourrait être surtout le dernier match de Claudio Ranieri sur le banc de l'ASM. Malgré les rumeurs, l'entraîneur italien ne veut pas encore parler de départ. Je suis professionnel 100% pendant toute mon carrière, pendant tout mon contrat. Donc, il y a un contrat qui dit que je suis l'entraîneur jusqu'en 2015. Donc, je suis là. Après, toute la chose, peut-être qu'elle va venir, peut-être. Mais je suis professionnel, je veux gagner. Ce Monaco-Bordeaux sera aussi particulier pour Flavio Roma. Le gardien italien a connu l'épopée en Ligue des Champions il y a 10 ans et sera titulaire samedi soir. Il jouera son dernier match professionnel. Pour moi, c'est un jubilé, pour moi, parce que après, c'est fini. C'est fini comme joueur et c'est bon. On commence notre vie, notre carrière. C'est toujours difficile, c'est sûr, de changer de vie. Et ça fait 30 ans. Je commence à jouer au foot, ça fait 30 ans. C'est mon monde, c'est sûr que sortir d'un jour à l'autre, c'est un peu comme ça. J'aimerais faire quelque chose, c'est travailler avec les gardiens. Après, si c'est en pro ou avec les petits, c'est pareil, ça ne change pas. Mais directement, on n'a pas parlé avec le club de rien. Et pour ce dernier match de la saison, Claudio Ranieri a fait une faveur aux journalistes en dévoilant le 11 de départ samedi. Outre Flavio Roma, la défense sera composée de Raggi, Carvalho, Abdenouré, Chiegile. Pi, Obadi, Ferreira Carrasco et Dirard composeront le milieu de terrain. Et Berbatov et Germain seront eux titulaires en attaque. Dans le reste de l'actualité, l'Automobile Club de Monaco organise mardi un apéritif dînatoire au profit de la Fondation Cédric et Christophe Flojac au-dessus du stade Régnier 3. Une soirée parrainée par Jackie X et Jean Alési. Pour rappel, la Fondation Cédric et Christophe Flojac œuvre pour le développement de jeunes sportifs méritants. Autre soirée à ne pas manquer mardi, le match de football de la Star Team for Children au stade Louis II. C'est devenu une tradition désormais. Chaque année, la Star Team affronte les pilotes de Formule 1. Les fonds récoltés seront dédiés à l'enfance défavorisée. Et parmi les pilotes qui joueront mardi soir au stade Louis II, certains seront sur la ligne de départ dès jeudi pour le Grand Prix de Formule 1. Sachez que vous pourrez suivre en direct les courses du 22 au 25 mai sur Monaco Info. Vous voyez les horaires qui s'affichent sur votre écran. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Je vous propose, avant de refermer ce journal, de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Le réveil sera ensoleillé samedi avant l'apparition de quelques nuages dans l'après-midi. Les températures seront stationnaires, elles seront comprises entre 16 et 21 degrés. Le soleil sera au rendez-vous dimanche avant une légère perturbation en début de semaine. Le soleil se fera plus hésitant mardi, nous perdrons un petit degré. Il fera 20 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas ce site internet le www.monacochannel.mc pour revoir tous nos reportages. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.